Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Art de Goupil pour une nouvelle vidéo, la vidéo du test du Nikon Z8. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient et j'ai voulu un petit peu prendre mon temps, donc je le fais avec chaque boîtier, mais voilà, je voulais apprendre certaines choses et bien évidemment, lorsqu'on teste un boîtier, il y a des choses qui arrivent, on essaie de comprendre pourquoi et ça peut mettre un petit peu de temps. Le Nikon Z8, c'est pour moi le meilleur boîtier que j'ai jamais utilisé, donc voilà, je ferai une vidéo séparée, hein. Ici, je suis là pour faire un test et donc ne pas forcément que parler de mon ressenti personnel, hein. Juste que vous sachiez que je l'apprécie, mais j'ai quand même certains défauts à dire dessus et j'aurai une vidéo spéciale sur ce que j'apprécie et ce qui fait qu'on peut apprécier une caméra, un appareil photo, et puis voilà. Donc du coup, le Z8, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est un Z9, un firmware prêt, hein, oui, le Z9, un firmware qui est meilleur que le Nikon Z8, mais pour un appareil photo qui vaut quand même beaucoup moins cher, hein, on passe de 6 000 à 4 600 €. Donc moi, je comprends qu'il faille faire des concessions, même si à l'intérieur, c'est le même appareil photo. La différence notable qu'il va y avoir entre les deux, c'est de ne pas avoir le grip en dessous, et bien évidemment, ça implique d'avoir une batterie différente. Donc ici, le NEL15C, qui certes va apporter des inconvénients en termes d'autonomie, mais pour moi d'autres avantages dont on va parler juste ici. Avec le chargeur fourni, une de ces batteries met de 2h20 à 2h30 à charger, ce qui est plutôt long, mais dans la norme de ce qu'on peut trouver, hein, à savoir avec ce chargeur fourni comme on aurait chez Canon, et qui date du Nikon D7000, hein, le premier appareil photo à avoir eu le NEL15, donc voilà, ça fait un petit peu longtemps. Et pourquoi je parle de ça? Parce que maintenant il y a des chargeurs rapides, hein, suivant les marques. Fuji est le plus rapide avec son chargeur qui peut charger sa batterie en 1 heure, hein, ce qui m'aurait aidé beaucoup pour certains tests de surchauffe. Mais voilà, et puis le côté pratique aussi d'avoir un chargeur en USB-C, c'est bien évidemment de pouvoir utiliser la powerbank et de ne pas avoir tout le temps à se brancher au secteur. En parlant d'USB-C, ce qui va être intéressant avec un appareil photo qui a une batterie de ce type-là, hein, c'est qu'on va pouvoir utiliser la power delivery la plus basique, hein, à savoir 5 volts 3 ampères. Donc ce que vous avez de base sur une powerbank à 20 € qui fait la power delivery, donc aura un port USB-C. Faites juste bien attention à ça. Et là, le chargeur met encore plus longtemps à charger, ce qui tend à dire que Nikon a voulu faire en sorte que la batterie se charge en mode lent, donc à savoir si vous ne le savez pas, pour que la batterie tienne le plus longtemps possible. Mais voilà, le désavantage, c'est bien évidemment que la batterie mettra dans les 3 heures à charger. Je mettrai exactement ce que c'est ici et vous aurez le rush de la première fois où j'ai chargé une batterie avec le Nikon Z8. Ce qui changera sur le NEL15B, c'est l'ampérage qui sera différent et donc l'autonomie un petit peu, voire beaucoup moins bonne que sur le NEL15C. Le boîtier reprend l'ergonomie du Nikon Z9 avec certains boutons en moins et bien évidemment cette position verticale absente où il faudra acheter un grip qui est plutôt cher et qui rend l'appareil photo plus grand qu'un Nikon Z9 au final, mais par contre la construction sera différente du Z9. On dit que la tropicalisation est différente, hein, si vous faites attention, je pense que la tropicalisation sera déjà d'un niveau assez suffisant. Mais j'ai jamais entendu certaines personnes de parler du fait que l'appareil photo soit massivement fait de polycarbonate. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je sais que ça polarisera beaucoup d'entre vous. Et là où j'ai été étonné, c'est que bien que ce soit du polycarbonate, et c'est pour ça qu'on s'y tromperait, la construction et l'assemblage est tellement bien fait qu'il n'y a pas de partie qui couine comme usuellement sur certains appareils photo en polycarbonate. Il y a juste une partie de la face avant qui sera en magnésium, mais c'est vraiment mineur. Le seul problème que ça peut apporter à mon avis, parce que le polycarbonate, je vous l'ai déjà dit, ça a la même durabilité, voire même dans certains cas, c'est un peu meilleur que des métaux basiques et pas de très bonne qualité comme le magnésium, puisque si vous ne le savez pas, le magnésium c'est juste très facile à mouler. Et c'est surtout pour la dissipation de la chaleur en vidéo, où voilà, si on a une dissipation thermique passive à base de métal, ça passera beaucoup moins bien le plastique, et donc possiblement le Z8, en plus d'être plus petit que le Z9, surchauffera parce qu'il n'y a pas de moyen de sortir la chaleur du boîtier, mais aussi vous pouvez moins vous brûler aussi sur un Nikon Z8. En termes de différenciation Z8-Z9, on va avoir ces ports de carte qui seront différents. On a un port SD et un port CF Express de type B.
Arrêtez de parler des SD en disant que ça reste les meilleures cartes, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, dans le Nikon Z8, j'ai pour aussi cher de SD et de CF Express de type B. Pourtant, ma CF Express de type B a 4 fois plus de stockage et a une vitesse d'écriture qui est au moins 3 fois plus élevée que ma SD. Donc voilà, c'est un certain niveau de ce côté-là. Le problème, c'est que voilà, ça pose des problèmes en prise de vue, surtout quand on a un appareil photo qui fait 45 millions de pixels avec 20 photos par seconde. Donc du coup, en termes de redondance, si vous faites de la vidéo, ça ne vous posera pas de problème parce que déjà le Z9 n'avait pas cette redondance en vidéo. Donc vous ferez de la vidéo sûrement sur la CF Express de type B sans vous poser de questions. Mais en photo, si vous voulez faire de la redondance, bien évidemment, c'est la SD qui aura la vitesse d'écriture la plus basse qui ralentira l'appareil photo. Et si vous voulez atteindre les vitesses maxi, il faudra prendre juste la CF Express de type B pour faire la vitesse la plus rapide et prendre les cartes CF Express de type B les plus élevées. Parce que en vidéo, vous n'aurez pas besoin, bien évidemment, de ces cartes parce que la carte que j'ai, qui est l'AV Pro SE de chez Angelbird, convient parfaitement. Et pour, en ce moment, 180 €, c'est vraiment une très bonne carte à avoir. On n'est pas à l'abri d'une défaillance, donc lorsque vous l'achetez, allez bien sur le site d'Angelbird pour l'enregistrer, comme ça vous avez une garantie à vie et vous pouvez la changer quand vous avez des problèmes parce que le Z8 il est assez demandeur en termes de cartes. Du coup là vous pouvez voir ce que ça donne en rafale SD et après vous pourrez voir ce que ça donne en rafale CF Express de type B. En termes de port, on a une autre différenciation vis-à-vis du Nikon Z9. D'ailleurs, on en a deux, mais elles sont assez particulières. Pour la deuxième en tout cas, on n'a pas de synchro flash, donc ça dérangera certains d'entre vous, mais on garde quand même la prise 8 broches pour notamment utiliser des télécommandes. On a aussi une prise casque et une prise micro en jack 3.5. On a un HDMI de type A, donc de pleine taille, ce qui est vraiment très très bien, hein, et ça vous posera pas de problème pour sélectionner vos câbles et pour juger de leur résistance, hein. Donc vous pouvez prendre des câbles de télé, ça marche vraiment déjà très très bien. Par exemple là je monitor le Nikon Z8 sans aucun problème. On aura aussi la deuxième particularité de ce Nikon Z8, à savoir avoir deux ports USB-C, et donc dans l'idée c'est vraiment très très bien. Sauf qu'il y a un petit problème, à savoir que Nikon a séparé le port de connexion pour l'ordi, pour n'importe quoi, les accessoires Nikon, donc pour faire de la webcam ou n'importe quoi, avec le port de chargement. Le problème que ça pose, c'est que Nikon a décidé que l'USB-C d'en bas ne ferait que le chargement et celui d'en haut que la connexion. Donc vous pouvez me dire, mais en quoi ça pose problème ? Eh bien, on aurait aimé avoir deux ports de chargement, avoir les deux qui puissent charger pour une raison particulière, c'est que du coup, lorsque vous faites de la webcam ou n'importe quoi d'autre, vous allez être obligé d'avoir votre powerbank, d'ailleurs la mienne n'est pas branchée, merci Guillaume, vous allez être obligé d'avoir votre powerbank, voilà, qui est branché pour que votre appareil photo puisse marcher le temps de vos calls ou n'importe quoi d'autre. Donc ça augmente le nombre de câbles, et il y a un autre problème, c'est que pour ceux qui font du tethering via n'importe quel logiciel sur leur appareil photo pour avoir leur Nikon ou n'importe quoi en direct, vous ne pouvez pas utiliser de câbles chargés, donc de fibre optique très très longue. Sur un Nikon Z8, vous êtes limité à 8 mètres je crois, parce que l'appareil photo ne peut pas alimenter et connecter en même temps. Donc c'est un gros problème du boîtier, c'est à noter.
La prise en main est vraiment très bon, avec un placement des touches vraiment à la Nikon, d'ailleurs un peu plus que sur le Z6 et Z7, hein. On est vraiment sur un truc plus type D700, D800 que sur quelque chose de Z6 ou Z7, ce qui est vraiment plutôt agréable, mais ça reste une ergonomie vraiment à la Nikon. Donc je pense que si vous aimez les réflexes Nikon, vous serez chez vous ici. Vous vous sentirez totalement à l'aise et ça paraît vraiment, bah voilà, comme un Nikon semi-professionnel, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Après, si vous êtes plus habitué à d'autres hybrides, ça peut être un petit peu plus étrange parce que Nikon n'a toujours pas fait le choix d'avoir trois réglages sur le boîtier, donc trois molettes, donc deux molettes et une roue codeuse, comme on a maintenant chez Sony et Canon qui se sont mutuellement copiés. Alors qu'ici, il faut passer par un bouton ISO, on s'y fait, mais si vous n'avez pas la gymnastique, ça peut, comment dire ça, être un petit peu problématique, mais au-delà de ça, ça ne pose pas de problème. Et on aurait aussi aimé que le pad, qui ne sert pas vraiment à grand-chose, puisque maintenant on a un joystick et le boîtier marche complètement en tactile sur son écran, avoir des fonctions affiliables sur le boîtier directement, sur ce pad. Ça aurait fait 4 fonctions personnalisables en plus, et on ne les a pas ici. Côté écran, le LCD n'est pas sur rotule, alors certains d'entre vous diront que le Z8 n'est pas un appareil photo à faire du vlog, mais quand on peut le faire, c'est quand même intéressant, et pour des shootings de tout type, hein, pouvoir regarder l'appareil photo de devant quand on fait ses réglages ou de n'importe quelle position, c'est quand même quelque chose de bien. Alors après, hein, les charnières ne sont pas en reste, hein, parce que on peut quand même avoir la possibilité de prendre des photos dans l'axe beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus rapide. Je suis d'accord pour pouvoir prendre des photos juste derrière, d'avoir son alignement vraiment parfait et de ne pas avoir à retourner l'écran. Et aussi, on a ces positions verticales qui sont quand même assez intéressantes. Mais aussi, Sony est passé par là et maintenant on a le meilleur des deux mondes avec un boîtier Sony, enfin deux boîtiers Sony, à savoir la 7R5 et le A9 III. Donc voilà, ce serait peut-être bien que dans le futur Nikon évolue sur ses écrans, mais il n'y a rien de mauvais là-dessus, et même si vous vloguez avec le Nikon Z8, eh ben, ça ne vous laissera pas perturber par l'écran sur le côté, donc vous regarderez beaucoup plus facilement l'optique de votre boîtier, ce qui est quelque part quelque chose de plutôt intéressant. En termes de qualité visuelle, l'écran LCD est vraiment très très bon. Ce que j'adore avec ce boîtier, c'est d'avoir une très très bonne luminosité, tout en ayant toujours une perception qui est agréable à l'écran. On n'a rien qui est surexposé. Tout est exposé correctement comme on devrait l'avoir au final, hein. C'est par exemple pas le cas par exemple chez Canon, hein. Même sur un Canon R3, vous n'aurez jamais la même image que vous aurez en photo derrière. C'est toujours un petit peu plus contrasté, et là c'est le cas sur le LCD. Et aussi dans le viseur, là où j'étais le plus étonné. Alors certes, on profite d'un capteur empilé, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un viseur qui réagit beaucoup mieux, mais on a du 120 fps constant, sans aucun problème, avec une qualité d'image qui reste, comment dire ça, avec tous les pixels, hein, contrairement à Sony. Alors certes, on est limité dans la définition, on aurait aimé sur un 45 millions de pixels avoir une meilleure perception des détails, mais en termes d'exposition et de façon de voir la scène et voilà, de voir tous les détails, la dynamique, notamment même dans le viseur, c'est le viseur qui est le plus agréable pour moi et qui me donne la sensation d'avoir vraiment le résultat de l'image qu'il y aura derrière. C'est encore mieux que n'importe quel viseur que j'ai eu avant. Donc c'est vraiment très très bien de ce côté-là, et bien que la définition soit limitée, pas par choix je pense, le viseur reste quand même assez exceptionnel et il faut le signaler. Par contre, là où l'appareil photo pourrait un petit peu s'améliorer, c'est dans son ergonomie, hein. C'est un petit peu particulier. Je dis pas qu'avec le temps on s'y habitue, mais il y a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main pour les débutants. Comme je le dis tout le temps, un système ça s'apprend et au bout d'un moment vous apprendrez les menus. Mais la structure des menus des Nikon est assez particulière dans le sens où elle a été faite plus dans le temps et il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Par exemple, il n'y a pas de menu autofocus, qualité d'image ou quoi que ce soit. C'est tous les réglages, la personnalisation, après tout ce qui est configuration, les modes connectés, tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu particulier dans le sens où l'autofocus est avec la qualité d'image et tout est structuré en ABCD, EFG, HI, voilà. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est que dans un appareil photo qui est vraiment très très bon en vidéo, hein, et j'ose le dire, il est vraiment assez exceptionnel, d'avoir tous les réglages disponibles, mais juste au fond, hein, tout en bas, dans un petit truc, d'avoir tous les réglages vidéo.
Alors que c'est quand même une partie importante, je parle de la personnalisation, puisque on a quand même un menu complet vidéo qui posera des problèmes, on va voir ça juste après. Pour ce qui est aussi des modes personnalisés, on a quelque chose d'assez particulier à Nikon. On n'est plus sur des C1, C2, C3, Nikon augure une nouvelle chose, c'est à vous de dire. De base, le boîtier est configuré pour avoir un bouton qui permet de passer entre les modes, donc un mode A, B, C et D, qui fonctionnent comme des modes personnalisés, mais assez particuliers, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai aller la voir, parce que sinon ça me mettra trop longtemps pour expliquer. Disons juste que c'est un petit peu spécial et qu'il faut vraiment s'attarder dessus pour pouvoir personnaliser son boîtier. De même, l'accès à certaines fonctions est assez étrange. Par exemple, vous pouvez accéder à une balance des blancs personnalisée ciblée, en direct sur l'appareil photo. Sauf que ça implique que vous mettiez l'appareil photo en mode Canon, à savoir le réglage des touches Nikon, si vous ne le savez pas, et ben c'est appuyer, régler, alors que Canon, c'est appuyer, régler et réappuyer sur le bouton. Donc vous appuyez sur un bouton, vous êtes dans les ISO ou n'importe quelle autre fonction, vous réglez et vous repartez du menu. Alors que Nikon, il faut laisser le bouton appuyé. Sauf que cette balance des blancs personnalisée, il faut aller sur le pré et appuyer sur le bouton balance des blancs dessus. Donc ça veut dire que vous devez rester dedans, alors que c'est pas possible si vous utilisez le mode Nikon. Ce qui est assez particulier, et certains d'entre vous ne verront jamais ça si vous utilisez votre appareil photo juste comme un Nikon. Donc là, je l'utilise en mode Canon, ce qui est peut-être une hérésie ou pas. Mais voilà. De même, par exemple, si vous voulez régler vos Kelvin, et bien, si vous allez utiliser le même bouton balance des blancs et que vous allez dans la balance des blancs Kelvin, vous noterez que les incréments sont arbitraires et que par exemple, vous ne pouvez pas mettre la balance des blancs à 5500 Kelvin, ce sera 5560 Kelvin. Voilà, c'est tout. Sauf que si vous avez cette balance des blancs qui est aussi dans votre menu I, donc le menu raccourci avec 12 onglets ou 10 onglets, je ne me souviens plus, eh bien, vous pouvez accéder directement à la possibilité de régler chaque digit de la balance des blancs. Alors que vous ne pouvez pas le faire en accédant directement à ça avec le bouton balance des blancs, donc ce qui est assez bizarre au final. Je vous ai dit que le boîtier avait beaucoup de boutons, malheureusement très peu sont personnalisables et il y a une hiérarchie entre eux. C1, C2, C3 ont le maximum de possibilités, à savoir les deux boutons devant et le bouton clé pour les Nikonistes, hein, le bouton qui est le plus lorsque vous êtes derrière à gauche de votre boîtier, ont le maximum de possibilités, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles, hein, surtout en vidéo, et c'est un petit peu dommage, hein, sachant que le boîtier a des grosses capacités en vidéo. Il va falloir passer par le menu pour avoir ce qu'on veut, ce qui n'est pas forcément très très simple. Et par exemple, le bouton AF, hein, qui vous sert en vidéo à passer de AFF à AFC. AFF, c'est l'AF qui est là tout le temps, et AFC c'est que ponctuel quand vous voulez, donc que lorsque vous appuyez sur votre bouton iPhone si vous avez réglé ça dessus. Ou sinon vous pouvez juste régler l'enregistrement vidéo, ce que j'ai fait ici, parce que ça me permet avec le bouton d'enregistrement de bloquer l'exposition, qui est quelque chose d'assez pratique si vous aimez bien faire d'exposition automatique, mais à un moment donné, mais faire un panning avec une zone qui est très éclairée, sans avoir une exposition qui monte au final. Et c'est quelque chose d'un petit peu dommage. Et du coup, dans l'eau des fonctions qui ne sont pas personnalisables, eh ben, la sélection de sujets ne l'est pas. Mais il y a une chose assez particulière et un petit peu intéressante où Nikon s'est peut-être dit à un moment donné, ah, il y a peut-être une fonction qu'on n'a pas mis sur une touche, on va vous donner la possibilité via le premier onglet dans le menu personnalisé, puisque bah, vous avez un fourre-tout comme d'habitude, un menu qui vous permet d'enregistrer, par exemple moi je mets ma charge de batterie, des choses dans le genre, le formatage et tout ça pour tout avoir assez rapidement accessible. Et ce que j'ai fait moi, c'est de mettre cette sélection de sujets là-dessus, en premier, sauf que je me suis aperçu que eh ben, vous avez la sélection de sujets photo et vidéo. Et donc, dans ce menu personnalisé, eh ben, vous pouvez mettre les deux, l'un à côté de l'autre. Et du coup, moi, mon problème, c'est que eh ben, si je le mets sur ce bouton personnalisé, donc je le mets en FN2, eh ben, je peux que soit faire photo, soit faire vidéo. Et c'est un petit peu problématique parce que, eh ben, d'ailleurs, il ne l'indique pas forcément dans le menu, mais si vous êtes en vidéo et que vous utilisez cette fonction-là, vous allez changer. Par exemple, si vous avez la sélection automatique de tous les sujets, ce qui est très bien sur le Z8, eh ben vous pouvez passer à aucun sujet, mais ça agira que sur la photo alors que vous êtes en vidéo. Voilà, puisqu'il faut choisir vidéo. Et du coup, ça mène à une espèce de façon de programmer son boîtier qui est plus issue
du boîtier et des choix que vous laisse le boîtier lui-même plutôt que ce que vous voulez avoir sur toutes les touches. Alors ça marche, hein, parce que moi j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve vraiment agréable à utiliser, mais ça m'oblige à utiliser des touches que je n'utiliserais pas si j'avais le choix de faire absolument ce que je veux sur le boîtier. Donc si vous êtes vraiment comme ça à vouloir absolument choisir là où vous voulez mettre vos fonctions sur des touches, sachant que vous avez d'autres appareils photo, eh ben, il faudra être plus flexible sur le Nikon Z8. Et puis voilà. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo hybrides se vendent sur des caractéristiques vidéo assez fantastiques et avec ça, une ergonomie vraiment adaptée, hein, une expérience qui sera assez plaisante en vidéo. Le Z8 ne déroge pas à la règle, mais on parlera de ça dans la partie vidéo. Mais du coup, à défaut d'être mauvaise, hein, la partie photo, parce que les fichiers aujourd'hui en photo sont absolument exceptionnels, il n'y a pas d'appareil photo pour moi qui fait vraiment de mauvaises photos, et ben je trouve qu'avec un vraiment intérêt pour la vidéo qui est justifié, on perd un petit peu souvent de soin apportés à l'expérience photographique, hein, parce que par exemple le S5 Mark IIX m'avait un petit peu déçu de ce côté-là. Je le rappelle, un hybride, hein, c'est avant tout un appareil photo, et ce qui est intéressant avec le Z8, c'est qu'on a à la fois une partie photo de qualité, une partie vidéo de qualité, et donc ce sera l'appareil photo de l'équilibre, mais là on va plus se concentrer bien évidemment sur la photo. Ici, comme pour le Z9 en moins massif, l'expérience est digne, voire même meilleure en photo que les réflexes Nikon. En sortie de boîte, on est très proche de ce que donne un Sony, et oui, Sony est un benchmark, donc c'est pour ça que je fais la comparaison. Cela est dû à l'autofocus qui est absolument exceptionnel sur ce boîtier, et je pèse mes mots, on est juste derrière Sony, et j'ai toujours trouvé que au final Canon était un petit peu derrière sur certaines choses, et donc laissez-moi expliquer un petit peu ça ici. En autofocus, je détache deux tendances, à savoir la capacité d'un appareil photo à être capable de faire la mise au point sans qu'on lui indique un sujet, hein, donc en suivi, donc ici le mode 3D, et la capacité à détecter un sujet. Le Z8 comme le Z9 aujourd'hui sont capables de faire les deux très correctement, alors que d'autres appareils photo très réputés pour leur détection de sujets comme Canon sont pour moi assez mauvais en suivi. Là, les deux sont vraiment très bons, peut-être à une exception dans les zones très sombres, ce qui le met un petit peu en dessous de Sony pour le coup, mais on est vraiment pas loin du tout, et voilà, l'expérience est vraiment super bonne de ce côté-là, et c'est pour ça que je trouve l'appareil photo intéressante. Et dans cette sélection de sujets, on va être capable de pas avoir besoin de forcément sélectionner un sujet, certes, si la scène est vraiment polluée par plusieurs types de sujets, il faudra choisir, mais il y a un mode dédié qui est vraiment intéressant, où vous pouvez avoir la détection automatique des sujets, et l'appareil photo ne décroche pas. Voilà, j'en reparlerai en vidéo un petit peu plus particulièrement, puisque ça a besoin de faire l'autofocus en continu, et donc voilà, l'expérience est vraiment assez géniale de ce côté-là. De plus, la performance de l'autofocus est augmentée par la prévisualisation de la profondeur de champ à ouverture réelle, ce qui donne vraiment à l'autofocus la capacité de savoir exactement où est le point focal, ce qui n'est pas forcément évident lorsque l'ouverture, quand vous faites la mise au point, est différente de la photo finale. Et du coup, ça montre aussi que l'appareil photo a un très bon autofocus, puisque quand on ferme l'optique, la lumière qui arrivera sur le capteur est beaucoup moins importante. Et cette capacité-là, c'est par exemple une capacité supérieure à ce qu'on peut faire sur un Canon de génération actuelle. Le capteur, lui, doit être la pièce la plus intéressante de l'appareil photo avec son processeur. Donc on a un capteur assez spécial, hein, un capteur empilé de 52 millions de pixels. Je reviens là-dessus juste après avec le nouveau processeur Xpeed 7. Mais il est matricé de la même façon qu'un Z7, donc ça va donner un 45 millions de pixels, donc je ne sais pas où passent les 7 millions de pixels, interpolation, autofocus, et du coup on va avoir aussi accès au 64 ISO. En termes de qualité d'image, on est vraiment très bon, mais comme on opère juste avec l'obturateur électronique, parce que oui, cet appareil photo n'a pas d'obturateur comme le Z9, à la place il a un volet de protection qui est intéressant, mais il ne faut pas quand même oublier de changer vos objectifs rapidement. Et bien du coup, l'obturation électronique fait qu'on aura un bruit un petit peu plus important et une dynamique légèrement en retrait par rapport à un Z7 ou à un Z7 II. Mais on garde cette capacité d'avoir ISO 64, donc au final, la dynamique reste quand même vraiment très bonne sur cet appareil photo.
L'avantage du capteur empilé, c'est qu'on aura beaucoup moins de rolling shutter par rapport à d'autres capteurs, par exemple à celui du ZF ou même celui du Z7, ce qui est vraiment très bien parce qu'on n'a que l'obturation électronique, mais aussi, ça a un autre aspect assez intéressant, c'est que le capteur empilé a de la mémoire embarquée pour lire plus vite le capteur, et aussi pour faire des calculs plus rapidement. Donc même si on a le même processeur que sur un ZF, on a quand même une capacité de calcul qui est quand même supérieure au final sur un Z8, et donc c'est pour ça qu'on a des capacités aussi élevées, alors que on a une rafale qui est plus faible au final sur un ZF, c'est totalement normal sur ce type d'appareil photo. Qui dit donc obturation électronique et pas d'obturateur mécanique, c'est qu'on aura exactement les mêmes problèmes de banding qu'en vidéo, donc vous devrez faire vraiment attention à chaque fois à votre vitesse d'obturation, ce qui est des fois un petit peu dommage parce que je me suis retrouvé à rater des photos alors que je croyais que la lumière était stable, mais ça vous arrive d'avoir juste le scintillement qui arrive en plein milieu de votre photo, donc en fait l'éclair ou la pulsation électrique, même des tubes au final des néons, peut arriver à un moment pas forcément très intéressant pour l'appareil photo, et moi c'est arrivé très peu de fois, mais il y a des photos qui sont vraiment ratées parce que j'ai vraiment une bande noire au milieu de ma photo. Le problème que ça pose aussi, c'est que ce sera un petit peu embêtant avec les sources de lumière multiples, hein, donc plusieurs LED différentes ou un mix de LED, de néon ou de choses dans le genre. Ça va être un petit peu compliqué parce que il y a ce truc magique, plus ou moins magique, qui est l'obturateur variable. Donc on a un anti-scintillement automatique, mais on a aussi cette version où on peut faire de l'obturation avec une vitesse vraiment des incréments plus faibles pour passer entre le scintillement des lumières, mais ça vous demande d'être réglé précisément à chaque fois en fonction des endroits où vous êtes, hein. Par exemple en concert, s'il y a plusieurs lumières, et ben ça ne se calera pas tout le temps sur la même chose, ce qui est un petit peu embêtant, et aussi ça vous demande d'être forcément en mode S, puisque forcément en automatique, il ne va pas le faire comme vous voulez. Et un petit problème aussi, c'est que sur le viseur électronique, vous n'allez pas avoir le même sentiment que sur votre photo. Donc ça va vous demander de prendre des photos, de regarder vos photos et d'être sûr de ne pas avoir ou d'avoir du banding. Donc voilà, c'est un petit problème du Nikon Z8 et Z9. Pour finir sur la qualité d'image du Z8, on va faire des généralités. Si vous avez peur de la haute définition du Z8, sachez que n'importe quelle optique que vous mettez sur un ZF par exemple, sur un capteur 24 millions de pixels ou un 45 millions de pixels, sera toujours mieux rendu sur un 45 millions de pixels. C'est pas parce que vous voyez des défauts plus importants à 100% que l'objectif est forcément mauvais dessus. Certes, c'est mieux de mettre des optiques de qualité supérieure, mais vous aurez toujours une qualité supérieure à votre capteur qui était moins défini avant. Et j'irais même jusqu'à dire que si vous imprimez à la même taille que par exemple du 24 millions de pixels, la qualité sera supérieure, puisque le bruit étant établi par rapport au pixel, il sera plus petit et il sera mangé au final par le mélange des pixels à l'impression. Je dis bien si vous faites la même taille que lorsque vous faites du 24 millions de pixels, et en plus vous pouvez imprimer plus grand et recropper plus facilement sur un capteur de 45 millions de pixels. Ce que j'aime bien aussi, qui peut être un petit détail en photo, c'est le mode manuel pendant l'autofocus, à savoir que si vous touchez la bague de mise au point, il passe directement en manuel. Sauf qu'il reste en manuel. Donc ça peut avoir un aspect intéressant dans le sens où vous pouvez faire votre zoom où vous voulez, puisqu'il garde votre collimateur autofocus, et avec OK de base, ou là où vous voulez le régler dans les paramètres bien évidemment des touches, et vous pouvez zoomer directement à 100% dans l'image, et en fait c'est beaucoup plus facile que chez Sony où il va falloir choisir une zone avant de zoomer à l'intérieur. Là vous arrivez, vous mettez en manuel et vous pouvez directement zoomer à l'endroit où vous avez placé votre collimateur pour faire la mise au point correctement, et il faudra appuyer sur le bouton iPhone ou le déclencheur si vous avez mis l'autofocus sur le déclencheur, donc le bouton autofocus, pour pouvoir enlever ce mode manuel. Lorsque je vous parlais d'expérience de prise de vue, et bien évidemment il y a l'autofocus qui entre en jeu, mais aussi l'exposition automatique. Et j'ai toujours adoré l'exposition automatique des Nikon, qui est vraiment très très réaliste, hein. Certaines autres marques tendront à être vraiment bons à certains moments et mauvais à d'autres, ou privilégier certaines choses qui sont juste purement pour la qualité RAW. Ici, même si des fois on pourrait avoir une meilleure qualité de RAW, je trouve qu'on est plus impliqué dans la photo parce qu'on a une exposition qui est vraiment toujours celle que vous auriez en regardant avec vos yeux
bien évidemment dans la limite de ce que peut faire votre capteur, et c'est ça que je trouve vraiment très plaisant chez Nikon, et bien évidemment on retrouve ça sur le Z8. Comme vous avez pu le voir avec la Rafale, on n'a pas de RAW non compressé sur le Z8 comme sur le Z9 et maintenant comme sur tous les Nikon apparemment parce que le ZF non plus n'a plus de RAW non compressé. Ça en fera grincer des dents certains, mais voilà, c'est une évolution comme une autre et c'est plus pour moi psychologique qu'autre chose. Alors il y a quand même certains, comment dire ça reste une compression donc ça se verra un petit peu dans l'image. Après ça peut aussi dépendre du capteur donc voilà, il faut un petit peu être mesuré là-dessus. Moi j'ai souvent constaté que la texture du bruit était légèrement différente sur des RAW compressés. Mais voilà, Canon a toujours fait du RAW compressé, ça n'a jamais posé de problème à personne, donc voilà, ce sera une habitude à prendre, et si vous voulez vraiment du RAW non compressé, il faudra aller soit chez Sony, soit chez Fuji, soit chez Panasonic, mais voilà, si vous aimez Nikon, il n'y a pas vraiment d'argument de ce côté-là, la qualité d'image reste vraiment très très bonne, et il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, en termes de compression, hein, il y a cette compression, il y a ce non compressé, enfin ce compressé sans perte, pardon, et deux types de compression, dont un compression avec perte invisible apparemment, donc le star et l'efficiency normale. Mais moi j'ai pas constaté que les performances étaient vachement meilleures sur ces deux versions, donc moi je préfère mieux directement passer au meilleur RAW que peut produire le Z8, à savoir le compressé sans perte. En termes de rafale, quand on regardait un Z9, c'était un petit peu faiblard par exemple par rapport à un A1, et maintenant qu'on a un A9 III qui fait 120 images par seconde en photo RAW, et voilà, ça reste un petit peu compliqué, mais vu l'établissement de la gamme et vu que le Z8 se retrouve en face du R5 et de la 7R5, là on est vraiment dans ce qui se fait de mieux parce qu'on aura le même nombre d'images par seconde qu'un R5 avec moins de rolling shutter, et la 7R5 il n'y a même pas besoin d'en parler parce que c'est 10 images par seconde en RAW compressé. Et on va avoir mécanique et on va avoir 4 images par seconde en électronique sur ce Sony. Donc de ce côté-là, on est vraiment très très bien sur le Nikon Z8. On a du coup un petit problème, mais qui vient aussi avec cet établissement de gamme, hein, où je vous disais que, par exemple, moi ça me dérange pas que les firmware soient un petit peu différents sur le Z9 et le Z8, parce que le Z8 coûte quand même beaucoup moins cher, et un autre effet de gamme, c'est de changer les ports du Z8, qui est un petit peu plus problématique et qui vous demandera plus de réfléchir à votre pratique, parce qu'on a un port SD et un port CF Express de type B, et pour faire 45 millions de pixels et en même temps de la vidéo à côté, et voilà, ça vous demandera forcément de faire des choix qui sont un petit peu compliqués. Si vous n'avez pas peur du JPEG, vous avez accès à 3 autres types de rafales, à savoir 30 images par seconde, 60 images par seconde et 120 images par seconde, comme sur le Z9, à savoir les 30 images par seconde, 45 millions de pixels, donc JPEG, JPEG APS-C, donc 20 millions de pixels à 60 images par seconde, et JPEG 11 millions de pixels à 120 images par seconde, donc ça peut être pratique pour découper un mouvement, mais ça reste un petit peu limite évidemment en définition, mais c'est quand même bien de l'avoir au cas où, et d'avoir quand même accès à la haute définition comme on veut. Après, on a aussi le pré-capture qui sera aussi en JPEG, qui peut être un petit peu dommage, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, il n'y a que le A9 III qui aujourd'hui autorise la pré-capture avec du RAW, donc on est totalement, voilà, on est totalement dans le marché et vous ne trouverez pas forcément mieux ailleurs, hein, et surtout que dans ses concurrents, il n'y a que il n'y a même pas la 7R5, je crois, qui fait ça. Si, peut-être. L'appareil photo est pourvu d'un intervallomètre, de la capacité de faire de la superposition HDR et de faire de la double exposition aussi, et aussi de faire du blending de dynamique. En parlant d'HDR, vous avez un choix de tons SDR et HDR, et en fait, si vous choisissez l'un ou l'autre, en fait, vous avez le choix, du coup, dans la sélection de JPEG AIF. Donc voilà, si vous mettez SDR, vous aurez des JPEG, et si vous mettez HDR, vous aurez des AIF, hein, et je le rappelle, hein, le JPEG c'est 420 8 bits, et le AIF c'est soit 420 10 bits, soit 422 10 bits, donc c'est pour ça qu'on parle d'HDR, puisque les 10 bits, c'est comme ça que voient les codecs HDR, et puis voilà.
Et du coup, la taille d'image, elle ne sera réglable que sur ces types de fichiers, donc AIF ou JPEG, hein. Et oui, c'est dommage, on n'a pas de choix de taille de RAW comme on aurait par exemple chez Sony. Pour le bracketing, on a toutes les options habituelles. Par contre, il faudra juste faire attention, le bracketing de mise au point, pour une raison particulière, n'est pas dans le menu bracketing, hein. Donc si vous ne le trouvez pas ici, il n'est pas très loin, mais il n'est pas dedans. Donc faites bien juste attention à ça. Je vous ai dit dans la partie ergonomie que la gestion des touches était pas particulièrement impressionnante. Par contre, tout ce qui va être gestion de l'appareil en fonction personnalisée est vraiment très bien. Et du coup, on va avoir par exemple la capacité de limiter sa rafale, hein, ce qui peut être assez bien si vous voulez prendre des photos comme je fais sur votre carte SD en RAW, mais pouvoir récupérer plus rapidement votre buffer. Ça va vous, naturellement, vous allez pouvoir limiter le nombre d'images qui rentrent dans l'appareil photo, et du coup ça rechargera le buffer plus vite, hein. Il faudra juste faire attention à ne pas avoir de crop au doigt. Et du coup, il va être temps de terminer cette partie photo du test du Nikon Z8. Alors sachez hein, qu'il y aura des exemples pour illustrer ce que je dis dans le test avec le temps, hein, pour vraiment prendre le temps de vraiment travailler sur le boîtier et avoir des vidéos assez spécifiques où je pourrais me concentrer sur ça pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus, même si elle risque d'être quand même assez longue. Et donc là, voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'en photo, l'appareil photo est vraiment très complet et voilà, il marche vraiment très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a quelques petits bugs, hein, mais c'est assez mineur et ça demande juste de d'éteindre et de rallumer l'appareil photo, et ça arrive le plus souvent en vidéo. Et d'ailleurs, on passe à la partie vidéo maintenant. Bienvenue dans cette partie vidéo, j'ai encore changé de vêtements, donc du coup je filme 3 jours différents, si vous voulez juste savoir. Et là où le Nikon Z8 m'a encore une fois étonné, c'est la vidéo, hein. Moi je l'attendais pas, une expérience aussi bonne à la fois en photo et en vidéo. Pas forcément que l'appareil photo soit le meilleur qui existe dans les deux domaines, c'est juste que l'expérience est vraiment agréable et il n'y a pas trop de compromis qui est fait sur le fait de pouvoir utiliser l'appareil photo. C'est pas pour ça qu'il n'a pas des défauts et on en parlera ici, mais voilà, l'expérience générale fait que à la fois on a envie de prendre des photos et des vidéos avec, et si vous êtes photographe et vidéaste hybride, vous aimez les deux, je pense que le Z8 est à même de vous satisfaire. Et voilà, on va voir toutes les qualités que va avoir l'appareil photo et ce qui lui permet maintenant de pouvoir concurrencer les autres marques, et c'est vraiment très bien. Je suis en train de filmer avec le Z8 bien évidemment. On n'aura pas de retour, mais ça, voilà, vous le savez déjà. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est le Nikon Z8 en H265 4K. Et si je rigole, c'est parce que je suis habillé avec ce poncho qui est plutôt joli, mais très voyant, hein, voilà. Et du coup, vous pouvez voir comment la stab marche pendant que je vais vous parler des formats vidéo du Nikon Z8 qui sont très intéressants. Mais il y a certaines options qui seront absentes, et il faut bien savoir quand vous achetez le Nikon Z8 ce que vous aurez. Alors c'est bien évidemment présent dans la fiche produit, donc si vous voulez aller la voir pour savoir avec précision ce que je vous dis ici, vous pouvez toujours retourner sur le site Nikon, ce sera beaucoup plus simple. Tous les formats du Z8 sont très fournis, hein. On a à la fois du ProRes RAW, du NRAW, du ProRes 422 HQ, c'est dommage qu'on n'ait pas autre chose. On a aussi du H265 10 bits, et là où le bas blesse, c'est qu'on n'aura que du H264 8 bits, donc on aura accès à absolument rien H264 comme de l'All-Intra ou quoi que ce soit. Le H265 c'est exactement pareil, le All-Intra ne sera pas présent, mais vous pouvez aller jusqu'à 4K 120 images par seconde, que ce soit en normal ou en crop DX, donc FX ou DX, et c'est le format pour moi qui sera le plus flexible. Mais bien évidemment, si vous voulez passer au-delà du long GOP et avoir beaucoup plus de data rate, il faudra passer sur un format plus élevé. Et du coup, pour ça, vous êtes obligé d'être en NRAW, parce qu'on a la 8K lorsqu'on est en H265, mais on n'a pas la 8K lorsqu'on est en ProRes ou en ProRes RAW. C'est ce qu'il faut savoir. Vous passez d'ailleurs dans une définition qui est un petit peu plus élevé, donc du suréchantillonnage du 8,3K, à savoir du 4,1K, que vous avez aussi, lorsque vous êtes, parce que c'est plus très stable, lorsque vous êtes en NRAW, mais avec le NRAW, vous avez aussi la 8,3K jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Mais du coup, on aura ces fichiers qui ne sont pas lisibles partout, et j'irais même jusqu'à dire que
Lorsque vous êtes en ProRes ou en ProRes RAW, vous n'avez pas accès aux 120 images par seconde lorsque vous êtes en 4K, mais que en 1080p. Après, ce qui va être intéressant avec le NRAW, c'est justement que vous allez avoir ces 120 images par seconde en 4,1K. Ce qui est intéressant avec ces définitions de 8,3K et de 4,1K, c'est que si vous voulez faire des projets un peu plus professionnels, ou du moins masquer des choses et pouvoir recroper légèrement, soit pour changer le ratio d'aspect, soit parce que vous avez des micros ou des perches ou des choses qui seront dans le cadre, vous pouvez le faire sur le Nikon Z8 puisque vous pouvez manger un petit peu sur les côtés, et puis même avec le 8K vous pouvez changer de ratio d'aspect horizontal, enfin, sur les côtés, on va dire ça comme ça, donc passer en 4 tiers, il y aura moins de problèmes parce que vous ne serez plus du coup en plein format, c'est ça qu'il faut se dire au final, mais vous aurez accès du coup au 17/9 qui n'est pas natif le Z8, c'est un de ses petits problèmes, c'est d'être un peu à la Sony, d'avoir que du 16/9 dans ces formats, mais du coup avec la 8,3K et la 4,1K, vous devriez vous en sortir. Donc du coup je récapitule, pour avoir du All Intra 8K, 8,3K, il faudra être en NRAW. Après, vous pouvez faire en ProRes du 4,1K, que ce soit en RAW ou pas en RAW, du coup, en HQ 422. Et lorsque vous passez en H265, H265 pardon, j'ai dit quinte, vous aurez du long up, mais vous pouvez aller jusqu'à 120 images par seconde. Et ce sera vraiment très très bien. Vous n'avez pas les 60p par contre en 8K, vous resterez jusqu'à 30 images par seconde. Alors pour le ProRes, savoir si c'est une question de licence ou si c'est juste que pour l'instant le codec n'est pas prêt pour accepter de la 8,3K ou du 120 fps ou quoi que ce soit, je n'en sais rien, mais du moins ce ne sera pas là. Donc gardez bien ça à l'esprit. Et du coup, ce qui est encore plus dommage, c'est que le H264, si vous avez une machine qui ne supporte pas le H265, ce sera problématique. Mais si vous achetez le Z8, il est probable qu'il faudra améliorer sa machine. En tout cas, l'intérêt de tous ces formats, c'est que le Z8, en termes de caméra vidéo, eh ben, ça restera pour vous un outil utilisable pendant très très longtemps. Il est à noter, en plus de la complexité inhérente à cet établissement de définition par codec, que bizarrement certaines vitesses de défilement ne sont juste absolument pas là. Donc du coup ici je vais vous montrer un tableau, pas de ce que fait l'appareil photo, mais plutôt de ce que ne fait pas l'appareil photo. Après, ce que je peux dire pour la qualité d'image, c'est que sur le Nikon Z8, c'est vraiment très très bon, hein. J'ai vraiment été étonné de ce côté-là, hein. 45 millions de pixels, je pensais que ça le ferait pas forcément, surtout que au-delà de 60 images par seconde, on ne peut plus avoir l'oversampling, vous avez le choix de le faire ou pas lorsque vous êtes en 60 images par seconde, changeant drastiquement ce qu'on va voir après, la surchauffe, mais ce 120, je le sentais pas trop, et au final, il est vraiment très très bon. Pour moi, c'est un appareil photo qui peut complètement remplacer un A7S III, si vous ne comptez pas, bien évidemment, l'HD 240p qui n'est pas présent sur le boîtier. Par quoi cette qualité d'image va-t-elle passer? Eh bien, en partie par le log, hein. Moi, si vous regardez toutes mes vidéos, je ne fais que du log, et je produis même mes propres luttes pour chaque appareil photo en essayant de retrouver une neutralité dans les couleurs, même si voilà, il y a toujours une tendance dans chaque appareil photo. Et lorsque j'ai acheté le Nikon Z8, j'avais peur de ce log et j'avais peur d'être déçu, d'avoir un aspect un petit peu Canon avec un log qui ne soit pas capable de vraiment rendre la dynamique comme il faut, de pouvoir être travaillé par exemple en changement d'espace colorimétrique. Et il est à noter que ce n'est pas du tout le cas, hein. Moi, en comparant à autre chose, je trouve que les couleurs ont un aspect un petit peu fugi dans la façon de réagir à la retouche, ce qui est plutôt pas mal et qui privilégie un petit peu les tons chauds et les carnations de peau. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais voilà, il y a ce côté que je trouve vraiment très intéressant. Et dans le rendu et la texture, donc que vous pouvez voir depuis tout à l'heure, c'est vraiment du Sony. Donc après, on peut ne pas aimer les couleurs Sony, mais les couleurs Sony ne sont pas dans cet appareil photo puisque c'est un Nikon, donc du coup pour moi le N-Log c'est vraiment très très bon, et moi je le surexpose de 1,3 stop ou diaphragme pour que au final on ait un niveau de bruit qui soit un petit peu plus caché dans les basses lumières, et ça marche vraiment très très bien. Après vous pouvez vous dire, voilà, un capteur de 45 millions de pixels, ça va être un petit peu compliqué dans les basses lumières, et j'ai trouvé que pas tant que ça, hein. Ça ressemble vachement à n'importe quel capteur qui aura de l'oversampling, donc à 7.4,
R6 Mark II, même R3, ça se ressemble vachement de ce côté-là. Certes, on est très limité, enfin on est très limité, on est un petit peu limité en ISO à 25600, mais de ce côté-là, ça marche bien. Et voilà, je vous montre des exemples de vlog la nuit, et je vous remontrerai ça après pour illustrer juste un petit problème d'autofocus qui n'est pas très gros, mais il faudra juste que vous vous aperceviez de ça. Et du coup, voilà, je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Et ça, à savoir que ce qu'il faut au final connaître sur le Nikon Z8, on a de la 8K. Et du coup, c'est le seul appareil photo à faire en plein format de la 8K oversamplée et avoir un capteur empilé en même temps. Donc c'est quelque chose d'assez unique qui fait que le Nikon Z8 est le plus performant de ce côté-là. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au rolling shutter. Alors avec un capteur empilé, vous pouvez peut-être vous attendre à avoir des performances de folie. Oui, sauf que c'est pas des performances où vous n'aurez pas de rolling shutter, hein. Ce qu'il faut savoir en vidéo, c'est que c'est un petit peu plus compliqué qu'en photo, puisque l'appareil photo doit calculer en continu un enregistrement, donc enregistrer sur la carte, faire l'autofocus, compresser, faire le profil de couleur, voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour l'appareil photo, et il peut en résulter des performances en rolling shutter qui seront pas aussi bonnes qu'en photo, et c'est le cas ici, mais ça dépend aussi des formats, donc faites bien attention à ça. Vous avez plein de vitesses de défilement et vous avez pratiquement autant de rolling shutter différents. À savoir que bien évidemment ce qui s'en sortira le mieux, c'est tous les modes non oversamplés. Le 120 fps passant en premier parce qu'il a le data rate le plus bas, donc de loin vous pourrez avoir un aspect un petit peu plus flou que d'autres, mais on est vraiment quand même sur quelque chose de qualité. C'est un rendu plutôt organique et ça donnera un petit peu l'aspect d'un capteur qui ferait de la 4K mais non oversamplé, donc c'est vraiment plutôt pas mal, et plus on se rapproche, plus les détails sont présents, et on aura la même chose en 60 images par seconde si on n'utilise pas l'oversampling, parce que la version oversamplée souffrira du même rolling shutter que le 8K, qui est bien évidemment le moment où l'appareil photo performe le moins bien par rapport par exemple à un A1, mais je le rappelle, on aura un piqué et une qualité qui sera meilleure, même si elle n'est pas mauvaise du tout sur un A1. Donc il faut savoir un petit peu ce que vous voulez. Ce qui est cependant dommage pour la 4K par exemple, c'est que, comme je vous l'ai dit, le 24 et le 30 images par seconde sont forcément oversamplés. Et on aurait aimé, comme le 60 images par seconde, enfin moi personnellement, j'aurais aimé avoir un mode qui a moins de rolling shutter là-dedans pour par exemple faire de l'action en 24 images par seconde, mais c'est un défaut qui est mineur. Et du coup, si on le compare avec un A7S3, lui performera bien mieux, mais dans ses modes non oversamplés, le Z8 est vraiment très similaire à ce que fait un A7S3. Et donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal, mais il faut faire attention que vous n'aurez pas les mêmes performances, et là où c'est le plus visible, c'est dans tous les modes qui sont oversamplés avec le Z8. Parlons maintenant stabilisation, où je vous ai fait certains exemples pour que vous puissiez vous faire votre avis vous-même. C'est pas vraiment la meilleure stabilisation qui existe, mais plus je l'utilise, plus je l'apprécie, et il y a quand même des avantages techniques sur le Nikon Z8 qui en font une caméra vraiment très intéressante, dont je parlerai juste après. Pas très simple hein, de tenir l'enregistreur externe. Ça, donc vous pouvez voir ce que ça donne avec la stabilisation sport. Oh, 28 mm, vous voyez qu'il n'y a pas le log assist qui se met sur l'enregistreur externe. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc c'était en mode sport ici. Place avec la stab normale activée, et juste après je vais vous montrer du coup le recadrage. Maintenant vous pouvez voir ce que donne la stabilisation électronique seule, parce que c'est un des intérêts du Z8, c'est au lieu d'avoir une stab électronique appliquée sur plusieurs niveaux comme chez d'autres fabricants par-dessus la stab mécanique, donnant certains appareils photo qui ont des meilleures performances juste en stabilisation électronique sans avoir de stab.
mécanique du coup sur le capteur. Et du coup là on peut la désactiver et avoir cette chose assez intéressante du Z8, à savoir complètement bloquer le capteur, ce qui est vraiment très intéressant si vous par exemple utilisez une gimbal et vous ne voulez pas avoir des mouvements parasites de votre capteur. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des artefacts? Il y a un petit peu de motion blur, je trouve, qui n'est pas très agréable lorsqu'on regarde. Mais voilà, c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous au final. Vous avez pu voir ce que donne la stabilisation sur le Nikon avec ses avantages et ses désavantages, mais apparemment sur le Nikon ZF c'est meilleur, donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus intéressant, mais bien évidemment le fait d'avoir moins de rolling shutter que sur d'autres capteurs fait qu'on a une image qui reste quand même plus qualitative, même avec une stabilisation qui peut performer de manière plutôt pas mal. Alors moi ce que j'ai noté du coup, c'est que la meilleure stabilisation ça reste la Sport, pas très loin de la normale, mais il y a des moments où la Sport réagit un petit peu mieux, un peu que de la manière de la stabilisation active Sony. La stabilisation électronique, elle a vraiment ses utilités, mais voilà, je n'ai pas encore trop maîtrisé ça, et voilà, vous pourrez un petit peu mélanger un petit peu tout, c'est ça qui va être intéressant, et le fait de pouvoir avoir la stabilisation électronique tout seul, bah oui, ça reste quand même un aspect assez intéressant de l'appareil photo. On a plein d'options, on a plus d'options d'ailleurs que sur la plupart des autres appareils photo, et c'est vraiment plutôt pas mal. À noter qu'il y a une chose qui est vraiment très intéressante, c'est cette capacité d'avoir des clamps qui vraiment bloquent le capteur. C'est un système totalement différent de chez Sony ou n'importe qui, où on va magnétiser le capteur pour qu'il arrête juste de bouger. Enfin bon, là, il va se mettre dans sa position à 0. Le Nikon Z8, et d'ailleurs vous l'entendez quand vous allez dans les menus, le capteur se bloque, il est vraiment mécaniquement fixé dans l'appareil photo, ce qui apporte des gros avantages lorsque vous filmez sur des gimbals, sur des voitures notamment, vous n'allez pas avoir des images qui vont un petit peu glisser, parce que généralement les stabilisateurs à base de mécanismes aimantés, et ben le capteur il peut bouger, même sur ressort, le capteur peut bouger, alors que sur une gimbal on veut vraiment avoir juste le gimbal qui bouge et pas avoir des fois des décalages de stab qui sont dus au fait que le capteur puisse vraiment bouger dans l'appareil photo. Ici ce sera absolument pas le cas, et donc c'est vraiment une grosse qualité du Z8. Pour l'autofocus, il arrive que la performance en photo et en vidéo soit différente, parce que les algorithmes sont différents. En vidéo on doit faire l'autofocus en continu, ici eh ben, c'est sans compromis, ça marche aussi bien en photo et en vidéo. C'est pas pour ça qu'il y a certains petits défauts, notamment voilà, la faiblesse des Nikon aujourd'hui, c'est la basse lumière, mais je trouve qu'on en fait un petit peu des caisses. Il y a certains cas où ça va poser des problèmes, mais l'autofocus Nikon est vraiment très bon. Moi ce que je lui trouve de très bon, et ça va peut-être en faire rager certains d'entre vous, c'est que ça fonctionne exactement comme un Sony. Vous avez votre mode général avec la détection, et il va vous suivre avec la détection, ou sinon il va faire la mise au point sur ce qui est le plus proche. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mode 3D est directement intégré là-dedans, en mode si je vais taper un endroit, sur l'écran tactile, il va faire la mise au point directement, ce que fait Sony aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'adore sur le Z8. Côté détection, la détection ne m'a jamais lâché, à part dans les zones sombres, on va voir que ça apporte un léger petit défaut à un mode très pratique, mais de manière générale, il n'y a pas ce truc que fait par exemple Panasonic où le sujet sera détecté, mais à un moment donné, il va vouloir faire la mise au point ailleurs pour je ne sais quelle raison. Les algorithmes sont assez bien faits pour qu'il n'y ait pas de dérive de mise au point. Si vous pouvez en voir peut-être ici, on ne sait jamais, c'est surtout que l'actualisation de l'autofocus sur cette optique est un petit peu lente en vidéo, mais voilà, ça se règle par paramètres, mais comme vous voyez, vous n'avez pas de mise au point qui change, alors que des fois sur Panasonic, ça m'arrive même ici, en étant bien éclairé, d'avoir des petits problèmes. Il y a un mode autofocus assez extraordinaire que j'adore sur cet appareil photo, qui est aussi, si vous ne le savez pas, sur le R6 Mark II, ça vous donnera peut-être une idée de ce que c'est l'autofocus uniquement sur les sujets. Donc là, si je pars, hop, s'il ne me voit pas, voilà, il va normalement pas faire la mise au point derrière. Et je dis normalement parce qu'il y a un léger petit défaut. Donc ce mode est vraiment très intéressant, puisque dès que vous vous retournez par exemple, qu'il ne va pas détecter votre visage, eh ben, vous n'aurez aucun problème, l'autofocus arrêtera, et donc il va reprendre au moment où il voit un sujet. Donc si vous avez quelqu'un derrière vous,
ça risque d'aller derrière vous, mais voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, à part, parce que je vais vous montrer que ça marche très très bien même de nuit, à part un petit défaut, c'est que si, d'ailleurs j'ai des exemples à vous montrer ici, si l'actualisation de la détection de sujet croit que vous êtes dans le décor derrière, avant de partir, et ben il va faire la mise au point derrière avant de se rendre compte que vous êtes plus là. Mais quand vous êtes plus là, il va arrêter l'autofocus. Donc il va se mettre quand même derrière, ce qui peut arriver des fois, notamment quand il fait sombre, et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, donc je dirais que l'efficacité elle est de 90-95%, même si j'aime pas donner des chiffres, puisque il y a toujours un moment où ça ne marchera jamais, je dis pas que c'est arrivé, mais voilà, ça marche très très bien. Mais c'est pas parfait parce que, bien évidemment, ça marche avec la détection des sujets, donc on sait jamais comment l'algorithme va réagir. Mais de manière générale, le Z8 marche très bien avec cette option qui sera vraiment très très intéressante pour notamment vlogger. Et donc, je suis vraiment très très étonné de l'autofocus parce qu'il m'a jamais abandonné. J'ai jamais eu de problème avec. A noter qu'on a un paramètre d'exposition vidéo qui est la waveform dans le Z8, mais il s'active pas comme par exemple dans un Panasonic, à savoir que là c'est dans vos affichages de viseur et d'écran, donc faites bien attention à ça, hein. C'est en appuyant sur le bouton display si vous l'avez réglé que vous allez afficher votre waveform, mais elle n'est pas réglable en termes de position, elle est grosse et en plein milieu, mais elle a le mérite d'être là. On aura aussi les zébras. Par contre, il faut faire attention avec les zébras. Ils sont échelonnés comme on les aurait en photo. Donc, échelle de 255 au lieu de passer à 100%. Enfin, à 100. Donc, il faudra convertir votre indice IRE dans cette façon de mesurer les choses. Donc, un petit produit en croix. Mais c'est un petit peu dommage de ce côté-là. On aurait pu avoir l'option d'avoir les deux. Mais non, au final, mais bon, on a quand même le zébra qui est là, et en plus on a cette option qui n'est pas forcément présente d'avoir les zébras ton moyen et les zébras à 100%, enfin en haute lumière, à savoir que pour faire votre indice IRE qui est 39 ici, eh bien, il vous faudra bien évidemment la valeur moyenne et pas la valeur haute de vos zébras. Une chose dommage par contre, c'est que sur le Z8 on n'a pas de griffe multi-accessoires, c'est une griffe à l'ancienne, donc si vous voulez avoir de l'audio XLR sur le Z8, ça passera forcément par votre jack 2.5, dont pas forcément une augmentation drastique de qualité, hein, sachant qu'on enregistre déjà en 24 bits, donc vous pouvez mettre n'importe quel enregistreur au bout de votre Z8, ce qui rend le module XLR un petit peu moins intéressant, à savoir qu'il peut utiliser le CA XLR 2D de chez Tascam, la version Nikon, mais elle n'aura rien de spécial dans le sens où il n'y a pas de sabot spécifique pour directement envoyer le son du Tascam, donc avoir ce préampli qui sera mieux directement dans le Z8 sans avoir à faire au propre préampli du Z8. Alors peut-être qu'il y a un réglage spécifique qui reconnaît le Tascam, mais je trouverais ça un petit peu étonnant, donc c'est un petit peu dommage sur le Z8. Après, si vous êtes avec ce Tascam, je veux bien avoir un commentaire qui montre un petit peu comment ça marche, et je mettrai une note sur ma vidéo si je me trompe. J'ai pris mon carnet de surchauffe / autonomie de la batterie, donc on va parler de ça bien évidemment ici. Il faut que je vous parle de mon protocole, à savoir que je prends tous les formats disponibles dans le boîtier, que ce soit NRAW, ProRes, H265, pas H264 parce que je trouve ça très intéressant, mais voilà, et arbitrairement, je prends équivalent 24 images par seconde, équivalent 60 images par seconde, et équivalent 120 images par seconde. Je ne prends pas ni le 25, ni le 50, ni le 30 images par seconde, parce que c'est pour donner une échelle de surchauffe, et moi, comme je travaille en NTSC, c'est plus pratique, et je ne vais pas passer ma vie non plus à vérifier la surchauffe sur ces modes-là, à part une grosse erreur logicielle. Je ne pense pas que l'appareil photo surchauffe plus lorsqu'il est en 25 qu'en 24. Et puis voilà, à noter aussi que pour vraiment mesurer la surchauffe et comment réagit l'appareil photo, artificiellement j'augmente sa chaleur en le mettant directement en Power Delivery, donc avant de le passer en version où je regarde l'autonomie de la batterie pour voir les performances que va avoir le boîtier, parce que si vous ne le savez pas, si vous me mettez directement branché, c'est pas la batterie qui va
être utilisé, c'est la carte de chargement du boîtier, et bien évidemment ça surchauffe, et donc, enfin ça surchauffe, ça chauffe, et ça fera que l'appareil photo peut plus ou moins surchauffer vite, et donc le parti pris que j'ai eu vis-à-vis de ça, c'est que dès que, vis-à-vis de la carte 512 Go que j'ai, je ne peux pas enregistrer plus de médias que le permet le codec, et ben je vais pas, et aussi la batterie, donc par exemple sur le NRAW 23,976 images par seconde, en max, en normal, je fais 48 minutes. J'ai pas testé l'autonomie de la batterie parce que je sais forcément que l'appareil photo va enregistrer comme il faut, et comme il surchauffe pas là, ce serait étonnant qu'il surchauffe avec la batterie. Et donc voilà, on va un petit peu parler de ça. J'ai fait un tableau qui récapitule tout ici, parce que voilà, je ne vais pas tout commenter, ce serait assez rébarbatif. Si vous voulez savoir le bitrate des fichiers Nikon, ils sont disponibles sur une page spéciale. Je ne sais pas si on y accède dans les caractéristiques, mais vous pouvez avoir le bitrate du NRAW dans tous ces modes. Donc à savoir toutes les vitesses de défilement et toutes les définitions, puisque je le rappelle, le NRAW fait absolument tout ce qui se retrouve pratiquement dans le boîtier. Par contre, le ProRes et le ProRes RAW n'ont aucune information en data rate, alors que c'est assez étrange, puisque Nikon dit allez voir sur le site Apple, sauf que lorsqu'on commande du ProRes 1 Apple, ils le font suivant les spécifications, les caractéristiques du fabricant, à savoir que du ProRes HQ de Panasonic n'a pas le même data rate que du ProRes HQ d'un XH2 par exemple, c'est fait suivant les désirs du fabricant. Donc c'est un petit peu bizarre de ce côté-là, mais moi j'ai pas trouvé l'info. Si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à la donner, comme ça je pourrais la mettre dans le descriptif de la vidéo. Donc juste pour vous donner une petite idée, avant de passer à l'autonomie de la batterie, comme je vous l'ai dit, le NRAW, ça va très très vite en termes de data, et lorsqu'on passe en 60 images par seconde, ce qui va être un petit peu dommage sur le Z8, et qu'on constate la plupart du temps, enfin tout le temps même, c'est que dès que vous utilisez un mode issu du 8K qui utilise la 60 images par seconde, l'appareil photo surchauffe systématiquement sous la barre des 20 minutes, ou pas très très loin des 20 minutes, suivant les conditions, s'il fait plutôt froid, voilà. Je dis pas que si vous êtes à 10 degrés dehors, l'appareil photo va surchauffer, mais dans un environnement qui est soit chauffé, soit, qui n'a pas de système de refroidissement, que ce soit passif ou actif, donc à savoir de clim ou même de vent, l'appareil photo se met à surchauffer systématiquement, que ce soit en 4K 60 images par seconde sur échantillonné, ou en 8,3K, donc c'est quelque chose à noter. Par contre, lorsqu'on est en mode pas suréchantillonné, l'appareil photo ne surchauffe pas, du moins dans mes tests, lorsqu'on est ici donc à 19-20 degrés en général, voire même un petit peu plus, c'est plutôt pas mal. Je dis pas que dans des endroits arides ce sera pas plus, mais c'était mes conditions de test au final, et l'appareil photo je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et lorsqu'on passe en autonomie de la batterie, juste pour commenter un peu mes résultats, j'ai comparé ça au R3, à la 7 IV, au Panasonic S5 Mark IIX. Donc au R3 c'était juste pour m'amuser, parce que il n'y a pas de comparaison, le R3 enregistrant 3h11 de 4K 24 images par seconde dans la compression long up, voilà, il n'y a pas de comparaison à faire, mais par contre, ce qui est assez étonnant à signaler, c'est que beaucoup de gens disent que le Nikon Z8 a des performances moins bonnes que d'autres appareils photo, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est la même performance en 4K qu'aurait un A7 IV ou un R6 Mark II, je l'imagine, et c'est un petit peu mieux que ce que fait le Panasonic S5 Mark IIX. Donc le boîtier y performe exactement comme un Sony qui reste encore la référence aujourd'hui, donc il est juste en dessous des 2 heures lorsque l'autofocus est activé à la fois sur l'A7 IV et sur le Nikon Z8, ce qui est vraiment très très bien. Par contre, on a une baisse d'autonomie de la batterie lorsqu'on passe sur la 8K. Alors je pense que c'est ce qui est enregistré sur la carte qui fait ça, parce que bien évidemment le 4K utilise la 8K pour être enregistré, mais c'est à mon avis, le débit d'enregistrement final qui fait que ça tire un petit peu plus sur le processeur du Z8, et là on passe à 1h27 d'enregistrement, donc on est un petit peu
moins élevée. Et si vous vous posiez la question de l'ENEL15B, eh ben, elle est bien moins performante, à savoir qu'on va avoir 2/3 des performances de l'ENEL15C. Donc si vous avez des ENEL15B et qu'elles marchent toujours, ce sera toujours très bien utilisé sur un Nikon Z8. Par contre, si vous voulez avoir la batterie qui performe le mieux, eh ben, c'est pas la bonne batterie à utiliser. À savoir que la différence, c'est que la ENEL15B, pardon, elle est à 1900 en milliampères, j'allais dire mégabits par seconde, et la version C, elle est à 2280 milliampères, donc voilà, c'est quelque chose qui est très équivalent aujourd'hui à ce que fait Sony ou Canon, ou même Panasonic. Et puis voilà, vous avez un peu une idée des performances du Z8 qui marchent vraiment très bien de ce côté-là, hein, et j'ai pas noté de problème massif dû au Z8, à part le fait que comme il a une coque en polycarbonate, il finit par sentir quand même un petit peu pas forcément super. Mais voilà, et je pense personnellement que l'appareil photo aurait pu avoir des performances en surchauffe légèrement supérieures s'il avait une coque en magnésium. Alors pas que j'aime pas du tout, hein, encore une fois, la coque en polycarbonate, c'est juste que c'est, comment dire ça, si vous faites des dissipateurs thermiques passifs, il faut du métal pour que la chaleur, elle sorte du boîtier. C'est très limité lorsqu'on a du polycarbonate, parce que au final, la chaleur ne sort jamais complètement du boîtier. Donc le fait que le Z8 ait tout ce qui fait un Z9 dans un boîtier plus petit, plus le fait qu'il soit en polycarbonate, je pense que ça n'aide pas sa surchauffe. Mais l'appareil photo s'en sort de manière générale très honorablement, donc il n'y a pas de souci à se faire hein, de ce côté-là, ça marche vraiment très bien. Il va bientôt être temps de finir la partie vidéo du Nikon Z8, mais il y a certaines choses à ajouter qui vont être intéressantes. L'interaction avec le HDMI du Nikon Z8 comme le Nikon Z9 est vraiment très bien conçu, hein, parce que déjà on sort directement du 4K, même lorsqu'on affiche les displays, donc tout l'affichage pour monitorer ou surtout pour enregistrer, comment dire ça, pour des tutos par exemple, donc ça fait en sorte d'avoir des choses un petit peu plus précises. Alors c'est pas ça qui vous changera la vie, mais c'est une touche assez intéressante. D'autant plus qu'à la fois en photo et en vidéo, eh ben, vous allez avoir la possibilité de quand même voir dans le viseur et voir sur l'écran, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les appareils photo. D'ailleurs, je crois que Nikon est le seul à être capable de faire ça en direct. Il y a certaines choses qui manquent ou qui pourraient, comment dire ça, être ajoutées sur le Z8 et qui rendraient son fonctionnement un petit peu plus intéressant. Par exemple, lorsque vous faites de la vidéo, ça aurait été intéressant de pouvoir enregistrer sur un SSD parce qu'à ma connaissance, le Nikon Z8, il utiliserait ça de manière bien meilleure que n'importe quel autre appareil photo, à savoir que mon S5 Mark IIX est capable, bien évidemment, d'enregistrer sur SSD, mais lui, il a un seul port USB, alors que le fait d'avoir son port de charge et son port de connexion pourrait faire que, avec le Z8, on pourrait faire l'enregistrement interne sur SSD externe et à la fois mettre la power delivery, par exemple. Et ça empêche le problème d'être obligé d'avoir une demi-batterie. Et donc là, on pourrait enregistrer pratiquement à l'infini comme on veut, même si voilà, on a quand même cette limite des 2h05 qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut sur le Z8. Ça permettrait de pouvoir faire du NRAW de manière beaucoup plus tranquille et au moins on pourrait passer les 1h27 en 8K. De même manière, le choix d'écran qui ne se retourne pas pour le Nikon Z8, alors c'est un choix qui est intéressant en photo, mais voilà, maintenant ça commence à être de plus en plus désuet parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des solutions comme la solution Sony où on a à la fois un écran qui comment dire ça, fait ce que fait le Nikon et à la fois peut permettre de se regarder. Le problème que j'ai avec ça, c'est pas forcément la manière dont comment dire ça marche, c'est que là j'ai mon moniteur qui est branché et le Z8 fait des choses un petit peu particulières quand même avec l'HDMI, c'est que à chaque fois que vous arrêtez d'enregistrer, il envoie plus de signal à l'enregistreur et après il faut comment dire ça, attendre que ça revienne, donc ça me fait perdre du temps là par exemple quand je suis en train d'enregistrer, ce qui est un petit peu dommage. Et dès qu'on passe entre les modes custom, c'est exactement la même chose, on peut pas passer de manière fluide, par exemple là je passe de A à C, parce que C c'est mon réglage vidéo en intérieur, et si je vous ai pas parlé de ces modes custom, c'est que j'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc voilà, si vous voulez voir les petits problèmes qu'il peut y avoir avec les modes custom, ce sera dans cette vidéo là, mais de manière générale, hein, le Nikon Z8 marche de très
très bonne façon en vidéo, mais comme tous les appareils photo, il va avoir des défauts induits par la façon dont Nikon l'a fait. Donc voilà, pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, un de mes appareils photo préférés. Pour moi, c'est le meilleur Nikon que Nikon n'ait jamais produit. Une autre chose, je parlais du mode manuel en photo, il marche exactement pareil en vidéo, donc ça peut être un avantage et à la fois un inconvénient, parce que voilà, c'est jamais facile d'intégrer un mode manuel lorsqu'on est en autofocus, donc du coup, lorsque vous touchez la bague de mise au point, le mode AFF, donc le mode AF continu en vidéo, puisque Nikon est le seul à faire un AFC et un AFF en réglage, alors que dans l'AFF, vous pouvez faire l'AFC via votre bouton iPhone si vous l'avez laissé régler sur autofocus. Là, lorsque vous passez en manuel, vous restez en manuel tant que vous rappuyez pas sur l'iPhone qui va faire vite fait l'AFC et après il repassera sur le mode AFF. Donc ça peut être vraiment très intéressant si vous voulez faire un plan en manuel sur un objet ou quoi que ce soit, mais il faut bien penser après si vous voulez refilmer des sujets à l'autofocus qu'il faut rappuyer sur le bouton autofocus, sinon vous resterez ad vitam aeternam en mode manuel. Et du coup, il faut faire attention aussi, par exemple, si vous voulez vlogger avec l'appareil photo, de bien désengager la bague de mise au point, parce que sinon, vous serez en manuel et vous verrez pas que vous êtes flou, parce que le mode manuel restera tout le temps. Donc c'est une chose à prendre en compte sur l'appareil photo. C'est pas que c'est mauvais ou que c'est très très bon, c'est que c'est l'ergonomie qui a été choisie par Nikon et ça a des avantages comme des inconvénients. Mais par contre, le gros avantage que ça, c'est que si vous voulez arriver à un endroit et que, c'est l'appareil photo n'arrive pas à faire l'autofocus, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que, vous resterez en mode manuel et donc il va pas essayer de remettre la mise au point là où il n'arrivait pas à la faire. Et ça peut être un avantage, par exemple, de nuit. On va passer à la conclusion, donc on peut récapituler, l'appareil photo, le Z8, enfin redore le blason de Nikon, de la même manière que le Z9, mais dans un packaging qui est vraiment beaucoup plus intéressant parce que, certes, ça fait un petit peu d'ombre au Z9, bien que Nikon ait réussi à maintenir un espèce d'équilibre entre les deux, à savoir ne pas permettre au Z8 de faire certaines choses, soit de manière hardware, en lui mettant 2 ports de cartes différents, ou en lui donnant par exemple le firmware 4.0 du Nikon Z9. Et dans le futur, on ne sait pas ce qui arrivera. Moi, j'espère avoir l'enregistrement sur SSD, mais ça semble un petit peu compliqué parce que de son côté, le Z9 n'a pas ces 2 ports USB, donc il faudrait qu'il ait quelque chose en plus par rapport au Z8 pour que ça rende ça intéressant. Bon, certes, sa batterie fait que de toute façon, l'enregistrement sur SSD serait vraiment déjà plutôt pas mal, surtout avec ses limites d'enregistrement de 2h05 sur le Nikon Z8 ou Z9, mais voilà, de manière photo et vidéo, je trouve que l'expérience est vraiment très agréable. Certes, il y a des défauts sur les deux, ils se retrouvent à la fois en photo et en vidéo, et on n'a pas, comme sur certains autres appareils photo, on sent pas vraiment qu'il y a un travail vraiment fait juste sur une des deux parties, donc pour moi c'est vraiment un hybride, et ça marche vraiment bien de ce côté-là. Et tous les défauts qu'on pouvait faire à Nikon avant les Z9 et Z8 sont vraiment là, plus là. On pourrait juste peut-être parler un petit peu de problèmes d'ergonomie, mais voilà, si on en arrive à dire que au final, si je veux pas prendre un Z8, c'est parce que on peut pas, par exemple, faire ci ou faire ça lorsque on personnalise son autofocus, c'est vraiment que l'autofocus est arrivé à un point qui était pour moi vraiment le problème de Nikon à un moment donné, et c'était dommage vis-à-vis de, du fabricant d'appareils photo qui était vraiment réputé pour ça et qui a poussé Canon vraiment à s'améliorer de ce côté-là et à devenir ce qu'il est aujourd'hui aussi. Donc c'est bien que Nikon revienne dans la course. Donc voilà, le Nikon Z8, moi je vous le conseille complètement à la fois en photo et en vidéo. Je vous ai dit certains petits problèmes que peut avoir le Nikon Z8, mais voilà, si vous êtes prêt à les accepter, ce sera un appareil photo qui marche vraiment très très bien, à la fois en photo et en vidéo, et le prix est vraiment pas un problème pour moi, parce qu'il apporte des performances d'appareil photo professionnel dans une gamme où les concurrents, ils font soit équivalent, soit un peu moins bon, sans avoir un capteur empilé. Donc dans tous les cas, en termes de qualité d'image, à la fois en photo et en vidéo, le Nikon Z8 sera vraiment un allié de choix. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas dans le test, je pourrais peut-être vous aider. Puis voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.